Merci d'être venu. Cette année, cette saison était plein d'événements pour nous. Il y avait les gilets jaunes, il y avait les grèves et il y avait différents problèmes. Donc c'est toujours très très précieux que vous êtes donné le mal malgré la menace Terroriste. du virus. La terroriste du virus. Et le terrorisme, Sanitaire. on a été obligé de reporter une réunion à cause de ça. Avec des menaces qui préfiguraient. Enfin, mais vous êtes bienvenus. On va être moins nombreux, c'est mieux. On pourra mieux discuter. Je présente en deux mots Clément Terre. Je l'ai connu avec la thèse qu'il faisait sur les relations entre l'Iran et la Russie. Excellent travail. Et il a réussi bien s'installer sur la place parisienne et aussi la place régionale. Donc c'est un excellent expert de l'ensemble des relations tout autour de l'Iran et il a décidé de faire un livre. C'est une série d'articles, j'ai regardé à l'introduction, c'est une excellente introduction, et les auteurs, comme il dit, inégales, mais c'est très bien de pouvoir mettre l'Iran dans son cadre. Donc ce soir, nous allons vous écouter. Je disais tout à l'heure, comme c'est la tradition ici, on demande de l'auteur de faire un petit exercice de dire son parcours pour s'intéresser à ça. Et c'est quoi le livre et pourquoi ce livre? Très bien. Ben, un grand merci, Monsieur Salamatian, pour votre hospitalité. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour présenter l'Iran et ses rivaux. C'est un ouvrage collectif, donc, qui est un peu l'aboutissement de mes recherches de ces dernières années, puisqu'après avoir étudié les perspectives iraniennes sur la Russie dans ma thèse, et de me focaliser sur les représentations donc, iraniennes à la fois de la région, mais surtout de l'URSS et de la Russie, dans une perspective historique, mais avec le regard centré sur l'Iran. L'idée, c'était à l'époque de décentrer le regard des grandes puissances vers l'Iran, parce que le sujet du grand jeu du 19e siècle entre l'Angleterre et la Russie focalisait surtout le regard de l'historien sur le regard de la puissance impériale, et ensuite sur le regard de la puissance américaine après 1953 et le coup d'État contre Mossadegh. Donc l'idée de la thèse, c'était de renverser ce regard et de voir, parce que dans l'histoire du nationalisme iranien, la Russie a joué un rôle majeur depuis notamment le 19e siècle. Et ensuite, en raison des péripéties déjà, en 2009, il y a la première prise d'otage, qui était en lien donc, avec l'Institut français de recherche en Iran où je travaillais, à Téhéran. Il a fallu changer ma manière de travailler sur l'Iran, et je me suis intéressé aux pays voisins de l'Iran. Donc j'ai développé mes recherches au Caucase d'abord, parce que c'était la continuité de ma thèse finalement sur l'Iran et la Russie, parce qu'au Caucase, souvent en Géorgie, en Arménie, les études iraniennes sont très connectées sur cette relation avec la Russie justement et l'URSS, en raison de l'histoire du communisme et aussi des occupations successives par la Russie et l'Iran de ces territoires. Donc c'était la suite logique finalement de mon premier travail de terrain. Et ensuite, ces 3 dernières années, j'étais au Bahreïn, donc j'ai fait des recherches plus sur la rive arabe du Golfe Persique. Et là, l'idée, c'était de connecter avec ce qui se passait en Afghanistan et au Pakistan. Parce que mon sujet de thèse, finalement, est devenu, à partir de 2012, et la guerre en Syrie, un sujet d'actualité. Et une des dimensions du conflit syrien, c'était cette circulation des combattants de l'espace de l'Asie de l'Ouest vers le Moyen-Orient. Et aussi parce qu'il y a eu des tirs de missiles depuis la Caspienne vers la Syrie. Et donc ça connectait 2 espaces, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest, qui n'étaient pas connectés auparavant. Donc j'ai fait des recherches sur les réseaux d'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Donc c'est des réseaux qui sont à la fois idéologiques, sécuritaires et économiques. Alors, dans le livre, c'est une série d'articles qui présentent surtout le point de vue des États, pas toujours rivaux de l'Iran d'ailleurs, qui sont aussi des partenaires de l'Iran, comme la Chine ou la Russie. L'idée, c'était aussi de voir comment l'Iran était perçu par ces pays-là. Et je pense que l'intérêt principal, c'est que c'est des terrains qui sont plus accessibles que le terrain iranien.
parce que je pense que le défi aujourd'hui pour travailler sur la République islamique, c'est de travailler à distance. Parce que l'accès au terrain est compliqué sur les sujets qui sont liés aux relations internationales, et notamment avec les relations avec les pays voisins, puisque l'Iran, par exemple, s'efforce de contourner les sanctions en développant les relations avec ses pays voisins. Un des éléments, à mon avis, qui est important dans le livre, c'est de voir notamment l'article sur l'Iran et l'Arabie Saoudite qui a été écrit par Louis Blin, puisque cette perception saoudienne de l'Iran aujourd'hui a une influence au-delà de la région, et c'est ça qui est important dans le livre, tout comme l'article sur l'Iran et Israël, puisque la vision israélienne n'est pas que importante pour Israël, mais c'est aussi important à Washington, aux États-Unis. Donc c'est ça l'intérêt du livre, c'est en étudiant le point de vue de différents pays sur l'Iran, on comprend mieux comment on perçoit l'Iran et comment il produit aussi la connaissance sur l'Iran aujourd'hui en Occident. Donc ça, c'est les derniers travaux que je conduis aujourd'hui dans le cadre de l'équipe Savoir nucléaire aux séries. C'est de voir comment on fabrique l'information, l'expertise sur l'Iran. Donc on voit par exemple à Washington que la moitié des experts Iran ne parlent pas persan et n'ont jamais été en Iran. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir comment on peut produire de l'information sur un pays. Et je pense que c'est possible, et la comparaison que je fais en ce moment, c'est avec la kremlinologie, de voir ce que j'appelle la téhéranologie, et de comparer avec la kremlinologie. Donc ça, c'est un point important parce qu'on a un recul historique sur la kremlinologie. On a même une étude sur l'impact qu'a eu la chute de l'URSS sur l'évolution des études soviétiques aux États-Unis. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment aussi les études iraniennes évoluent dans ce cadre géopolitique. Et comment les universités, les think tanks travaillent sur ces questions iraniennes, à partir de quelles sources, quel accès. Et donc, je pense que là, le livre est important parce que le point de vue des rivaux de l'Iran, et c'est ça qui est important pour la perspective iranienne aujourd'hui, est plus fort que le point de vue de l'Iran lui-même. Parce que la République islamique a abandonné ce que faisait le Shah d'Iran, c'est-à-dire soutenir les programmes d'études iraniennes aux États-Unis, dans les grandes universités. Et donc ces liens, cette rupture des liens diplomatiques a eu des conséquences dans le champ de la production de la connaissance en iranologie. Et donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui n'est pas assez étudié, de voir comment on produit de l'information sur l'Iran, à la fois à l'université et dans les médias aussi. Donc cette question de l'accès au terrain, et c'est vrai que c'était plus aisé dans le cadre de ce livre de contourner ce problème, parce que comme c'est un livre de vulgarisation, et d'éviter le problème en regardant le point de vue des pays partenaires ou rivaux de l'Iran. Voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là pour laisser un peu de place au débat. Donc si vous avez une première question, peut-être, M. Salamatian. Comme vous voulez. Allez-y, allez-y. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va poser une question? Non? Donc je lance le débat, si vous voulez. Je vais faire de la preuve. Allez-y. Bonjour, bonsoir, Bonjour. merci de la formuler clairement. Je fais un parallèle, vous me direz ce que vous en pensez. On étudie de plus en plus, et de plus en plus tout ce qui est lié au monde arabophone, l'islam, les arts d'islam et ainsi de suite. Je fais un gros pataquès mélange général. Suite aussi parce qu'il y a eu énormément de bouleversements dans cette région-là. Et donc je me demande dans quelle mesure est-ce que le revers à la médaille, mais bon pour le coup, c'est pas du coup un intérêt. Il y a eu des gens qui se sont ouverts l'esprit, qui sont du coup mis à s'intéresser à ces régions-là, dans le bon sens. Dans le bon sens. Est-ce que du fait que l'Iran, justement, est pointé du doigt, on en parle en permanence, enfin c'est bouleversé, c'est pas d'aujourd'hui, quelque part ça met les projecteurs sur cette région, est-ce qu'il ne va pas y avoir un revers de la médaille? Parce qu'on ne peut pas espérer un revers de la médaille, c'est un intérêt positif qui va se faire jour petit à petit. Nous en sommes peut-être l'exemple. Donc oui, votre question est intéressante parce que ça pointe en fait le décalage entre l'omniprésence médiatique de l'Iran et l'impossibilité ou la difficulté à produire un savoir scientifique sur l'Iran contemporain. Donc c'est ce paradoxe que j'ai essayé de montrer dans la présentation, dans le sens où, comme la kremlinologie, on disait la kremlinologie c'est plus un art qu'une science. Et la téhéranologie également, c'est plus une spéculation finalement qu'une science. Donc produire du savoir scientifique, par exemple pour un historien, quand on n'a pas accès aux archives,
faire des interviews avec des interviews avec les acteurs, des entretiens avec les acteurs politiques, les acteurs économiques du pays, quand la question de la sécurité nationale envahit le débat. Et ça, c'est pas valable que pour l'Iran, hein, c'est valable pour beaucoup de pays de la région où l'accès au terrain est devenu très compliqué pour un travail scientifique indépendant. Et en même temps, vous avez une surfocalisation des médias sur cet espace, où il y a un impératif de dire quelque chose. Donc tout le monde, comme vous l'avez dit, tout le monde parle de l'Iran, ou parle des tensions dans la région. Mais ce qui est intéressant pour un chercheur, c'est de voir sur quelle base, sur quel fondement, sur quelle source s'appuient ces informations, et avec quel biais. Donc là, c'est pour ça que l'Iran et ses rivaux, c'est important, parce que le biais des rivaux, sous l'administration Trump en tout cas, a pris une importance plus importante avec les capacités de lobbying, de financement. C'est pour ça que j'ai parlé du Shah d'Iran qui finançait les études iraniennes. Aujourd'hui, le Shah d'Iran a été remplacé par nos amis du Qatar, nos amis des Émirats arabes unis et nos amis saoudiens. Et donc le narratif, le récit sur l'Iran est quand même déterminé en partie par cette production de connaissances. Et ça va au-delà des think tanks, c'est ça qui est intéressant, ça va dans les universités, ça va... Donc c'est... cette problématique-là, à mon avis, est centrale pour savoir, pour prendre de la distance dans une conférence universitaire sur notre exposition médiatique sur cette question iranienne. Mais après, bien sûr qu'à long terme, il faut espérer que l'histoire de l'Iran, notamment l'histoire de l'Iran ancien, ça c'est encore possible. Donc il y a quand même des champs de l'étude l'Iran à plusieurs milliers d'années d'histoire. Donc le problème que je pose, c'est surtout pour l'Iran après la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la guerre froide. Mais même pour la période du Shah, on va quand même beaucoup dépendre des archives américaines, des archives britanniques, des archives du Quai d'Orsay. Donc même si vous voulez, en histoire, vous allez avoir ce biais que je mentionne, que j'avais étudié dans ma thèse par rapport aux grandes puissances, et qu'on va retrouver aujourd'hui avec les perceptions des acteurs régionaux qui sont alliés de l'Iran, parce que c'est possible en fait tout simplement de travailler en tant que chercheur occidental sur cette région. Et donc il y a quand même un problème d'accès au terrain qui est fondamental à mon avis. Et puis alors pour ceux qui vont sur le terrain, parce qu'il y a quand même des journalistes, des observateurs ou des visites, des contacts. Mais là il y a un biais qui se crée, parce que là, à quelles conditions ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder au terrain? Donc là, il y a toute une série de questions, c'est-à-dire, c'est un autre biais. Donc ça aussi, c'est intéressant. Sur la censure, là, il faut étudier, il y a beaucoup d'articles dans les revues spécialisées sur le Moyen-Orient, sur la censure en République islamique et comment est produite l'information aussi, parce que une des sources qu'on va utiliser, nous, c'est les médias iraniens en persan, par exemple. Donc là, il y a une polarisation aussi en persan entre les médias du régime, qui sont de plus en plus contrôlés. Mais quand même, il y a un débat, il y a des éléments qui arrivent là. Donc il faut savoir aussi avoir de la distance par rapport à ces informations qui sont à notre disposition et les informations de l'opposition en exil. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui est important, parce que là aussi, on va voir des médias en exil qui sont financés par des rivaux de l'Iran, par exemple des télés en persan. Et donc là aussi, on va retrouver cette problématique des rivaux de l'Iran et de leur capacité à attirer aussi des Iraniens, des journalistes iraniens de très grande qualité. Et ça, c'est une vraie question pour le nationalisme iranien. Pourquoi des grands spécialistes de l'Iran, qui sont patriotes, vont travailler pour des médias qui sont financés par des rivaux de l'Iran? Donc ça, c'est intéressant aussi à comprendre sur le plan sociologique, mais aussi parce que l'information qui va être produite va être polarisée. Sur les conditions d'accès à l'information, en même temps, l'Iran est un pays qui est tout sauf opaque. Il n'y a pas vraiment un régime opaque. Si on compare avec ses voisins immédiats, l'Irak ou l'Arabie Saoudite, on ne peut pas parler d'opacité. En Arabie Saoudite, il y a une véritable opacité, pour la bonne et simple raison qu'il y a peu de médias, d'une part, donc peu d'informations qui transitent, et puis il n'y a pas vraiment d'opposition, même si l'opposition en Iran est finalement au sein du régime. Leur dissension produit de l'information. Et donc je pense qu'on peut quand même relativement bien savoir ce qui s'y passe. Pas tout, certainement, mais en grande partie, il y a peu de choses quand même qui échappent à ceux qui travaillent sur la question.
Juste, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Pas vraiment, parce que je pense que, comme pour la criminologie, il y a, sur le système politique, moi je parle sur les questions qui sont posées dans les médias. Évidemment, si on étudie la céramique au XVIe siècle, c'est ouvert. Donc ça dépend du sujet d'étude. Donc il faut quand même nuancer ce que je dis. Mais moi je parle par rapport à la criminologie, donc l'étude du système politique iranien. Parce que je pense qu'il y a quand même une dimension secrète qui est assez importante. Dans le sens où ce qui est produit comme information reste de la propagande. Bien sûr qu'après des rivalités internes dans le régime vont nous permettre d'accéder à des informations ponctuellement sur des affaires de corruption par exemple. Donc je ne dis pas qu'il y a des moments d'ouverture limitée, mais quand on voit quand même le mensonge du régime pendant 3 jours sur le tir de missiles, on ne peut pas dire que c'est un régime transparent. Oui, on l'a su après. Bien sûr, on le sait toujours après, plus tard. Mais par exemple, la question que tout le monde se pose sur la succession du guide suprême, qui est au courant de la mécanique qui va conduire à la succession du guide suprême? Après, bien sûr qu'on peut spéculer, c'est ce que j'ai dit. Moi, d'ailleurs, Monsieur Salamatian spécule, je spécule, nous spéculons. Mais je ne pense pas que ça soit une science. Moi, je parlais de quelque chose de particulier, de la production d'un savoir scientifique. Parce que je rappelle simplement que la criminologie appartenait aux études soviétiques, comme la science politique, par exemple, de la République islamique, appartient aux études iraniennes. Dans quelle mesure ce savoir est scientifique? C'est-à-dire à partir de quel moment on peut produire des sources ouvertes, non pas des fuites ou le résultat de querelles ou des rumeurs. L'opacité vient du fait que les archives sont fermées, tout simplement. Ou que si, par exemple, un journaliste veut aller en Iran faire une enquête sur la corruption en République islamique, il ne pourra pas le faire. Donc s'il y avait de la transparence, il y aurait un accès qui serait fourni, etc. Donc je pense que le fait même que l'accès aux journalistes est compliqué, et les procédures qui sont mises pour accéder au terrain, et par exemple les personnes qu'on peut interviewer, il y a un contrôle qui est immense. Et dans la recherche, les délégations par exemple, si elles vont en Iran, les chercheurs, il y a un contrôle également, même pour les entreprises. Donc il y a une surveillance aussi qui est là. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que la République islamique est transparente. Après qu'on ait accès à des informations, oui, mais dans quelle mesure ces informations nous permettent de produire un savoir qu'on peut qualifier de scientifique, là c'est là où j'ai une divergence, mais c'est peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Par rapport à la criminologie, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire de la criminologie que de la terranologie. Tu penses que la terranologie est une science? Non, sans parler de science voilà. longtemps. Non. Mais c'est plus facile de savoir ce qui se passe quand même à l'Assemblée des experts malgré tout que au sein du comité central. C'est pas ce que les diplomates français m'ont dit quand ils étaient en Iran et qu'ils étaient basés en Iran. C'est pas du tout ça. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien. Par exemple, je ne sais pas si je peux dire ça, mais la France, par exemple, a des difficultés d'accès au guide suprême. Donc, à partir du moment où on n'a aucun accès, même en tant qu'État, je pense qu'on peut se poser quand même la question sur la qualité, la valeur de l'information qu'on peut produire sur un système qui est quand même dominé par cette institution-là. Je donne juste un exemple. Hein. Oui. C'est une tendance. Je crois on n'y peut rien. L'Iran et ses rivaux, donc l'Iran et ses environnements d'espace, relations internationales, tout de suite on parle de la politique intérieure. Seule chose que je voudrais dire, ne nous laissons pas uniquement obsédés par la politique intérieure. Sinon on ne voit pas ni l'espace, ni l'environnement, ni les différents projets. Alors ça c'est une chose. Deuxièmement, sur l'opacité que vous dites. Vous avez raison et il a raison. En Iran, le secret, on essaie de le garder. Mais ce n'est pas possible de garder le secret en Iran. Si je regarde l'âge du secret en 40 ans de la République islamique, je peux dire que ça ne dépasse pas 2 ans. En Union soviétique, dans le temps, criminologie, on avait des secrets qui étaient secrets pendant 40 ans. Il a fallu le rapport Khrushchev pour qu'on sache des choses. Mais en Iran, aujourd'hui, vous avez l'enregistrement des séances le plus secret de l'Assemblée des experts pour désignation des guides, dans lequel le guide qui vient d'arriver au pouvoir a dit comme ça qu'il faut pleurer sur le sort de République islamique dont je serai le guide. C'est le secret par excellence de l'État. Et de même manière,
Vous avez aujourd'hui le vice-ministre de la Santé qui est en train de parler et tout ça, son histoire. Donc je vais vous dire une chose. Le secret iranien, ça se forme d'une autre manière. Une des manières, c'est la manière de regarder. C'est par quelle orniette. Parce que souvent, on part avec un présupposé. Et pour moi, l'intérêt de regarder l'Iran dans son espace géographique, surtout dans la manière qu'il voit la Russie, le Caucase, les pays différents tout autour, et dans leurs relations et interactions, peut-être ça permet d'une certaine manière de voir l'espace, de voir les nécessités de terrain. Ça devient hautement sécuritaire. Mais cela n'empêche que quand nous parlons du régime du Shah, on a tendance à dire que c'était inféodé par les Américains, ils faisaient la politique. C'est pas vrai. Ah oui, oui, ça c'est évident. Il y avait des réalités régionales qui s'imposaient avec une force. Il suffit de voir l'affaire Azerbaïdjan pour voir quelle est l'autonomie de l'Iran et son espace, et même sa composition politique. Pour la première crise après-guerre, qu'on dit est-ce que c'est l'ultimatum nucléaire ou non, moi je dis c'est le dynamisme interne et régional iranien qui a permis de résoudre l'affaire Azerbaïdjan, si vous voulez, une fois, on fera une discussion. Et là, c'est la même chose. Aussitôt que vous parlez de l'espace, et là-dessus j'emprunte une phrase, dans ma mémoire ça vient de Alfred Grosset, peut-être je me trompe, l'empire de milieu est le milieu des empires. On oublie souvent qu'on est au milieu des empires. Et dans un monde émergent, où on retourne un peu à son passé, à notre histoire, milieu des empires, il faut le connaître dans ses labyrinthes et ses connaissances. Là, il faut être sur le terrain, mais il faut aussi pouvoir sortir des lorgnettes du moment. Si on regarde l'Iran comme un pays de Proche-Orient, par les fenêtres de Tel Aviv, on le verra complètement différemment quand on le regarde de Bahreïn, c'est très et différent. quand on le regarde du Pakistan. Et là, l'intérêt d'un ouvrage, l'Iran et ses rivaux, l'Iran et son environnement international, c'est ça. Et que pour moi, ça montrait une autre chose aussi. Que indépendamment de la nature et de l'idéologie et des prétentions de pouvoir en place, je dirais, ça fait depuis plus que 40 ans, 2 fois 40 ans, qu'il y a une continuité dans l'Iran et sa gestion de son alentour. Je donne un seul exemple et je m'en vais. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, 2 pays voisins. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui compte plus de 90% de chiites. L'Iran, c'est un pays pouvoir chiite. Les relations de l'Iran avec l'Arménie, c'est beaucoup plus proche sur le Karabakh qu'avec l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la complexité du terrain. Quand vous venez sur l'espace, et ça, c'est la particularité de l'espace. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'Iran dans cet espace qui bouge, qui évolue, et sa complexité. Et quand vous dites l'Iran, on regarde le monde arabe, tout ça, je dis, oui, j'aimerais bien qu'on réussisse à sortir le regard de l'Asie du Sud-Est des spécialistes lomantains. Je provoque peut-être, hein, parce qu'on s'enferme dans un regard qui commence par les fenêtres de Beyrouth jusqu'à l'arrière-pays. Les fenêtres d'or. Et ça, c'est... Tandis que si on a un Géorgien, il apporte un autre regard totalement différent sur lequel on a des... Et là, c'est une occasion de parler de ça. J'aimerais bien est-ce qu'on trouve des lignes de continuité d'une puissance régionale par rapport à ses voisins qui échappent à l'idéologie? Est-ce que l'Iran exporte au Turkménistan uniquement les livres de Velayat Fari, ou il exporte autre chose aussi? Les relations en Afghanistan commencent à s'organiser. Et pourquoi l'auteur de 1001 frontières est actuellement en prison à Téhéran? Moi, je ne suis absolument pas de ceux qui ont cherché un monnaie d'échange. Parce qu'elle allait sur le terrain travailler sur un domaine sensible. Et vous vous rendez compte aussi que vous touchez des domaines sensibles, et c'est les domaines sensibles de ça, des jeux de puissance. À ce moment-là, vous provoquez des réactions de toutes sortes. Et qu'en fin de compte,
la télévision Iran internationale ou BBC, le peuple d'ensemble qu'ils volent, ça ne dérange pas. C'est des problèmes de moment. Mais pour le fond des décideurs de sécurité iraniens qui mettent le nez, c'est beaucoup plus aller faire le travail de connaissance. Une autre chose que pour l'Iran, c'est mélangé, c'est terrible. On ne peut pas parler des problèmes politiques, géopolitiques, sociétals iraniens et de dire que ça, c'est le sujet de science et de sciences humaines. Tout de suite, le pouvoir iranien impose que c'est du renseignement. Et permettez-moi de vous dire que ceux qui le regardent de théorie aussi font la même chose. Les universitaires américains, encore, ils font d'excellent travail sur l'Iran. Tout à fait, les historiens. Excellent travail. Mais l'administration américaine, c'est une autre histoire. C'est totalement une autre histoire. Oui, après, il y a la connexion L'administration entre... israélienne, des livres israéliens, il y a d'excellents travaux universitaires qui se font en Israël. Mais la politique qui se fait, pour l'Arabie Saoudite, on n'a pas des études universitaires, on ne peut pas se baser. Mais l'intérêt d'un livre sur l'Iran et ses rivaux dans les zones géographiques, c'est d'essayer de voir un autre regard. Est-ce que c'est là-dessus la particularité qu'il peut avoir et l'intérêt qu'il peut avoir votre livre, à mon avis. Moi, je l'ai feuilleté, je l'ai vu, il y a beaucoup de choses là-dedans. Juste pour vous répondre, alors je vais reprendre quand même pour terminer le débat sur la criminologie, parce que ça m'intéresse en ce moment. En fait, j'étudie ça à travers ce qui est produit sur le programme nucléaire iranien, parce que c'était quand même le sujet le plus important, et c'est pas forcément, je ne parlais pas des travaux d'iranologie, donc c'est plutôt, moi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter un regard critique sur les productions en études nucléaires. Et donc ce que je constate dans les études nucléaires, c'est que souvent les chercheurs, même dans les publications de référence, les University Press des États-Unis, ne parlent pas persan, n'utilisent pas de sources primaires et sont dépendants des archives américaines. Alors on a une bonne connaissance pour les années 70 maintenant, parce qu'on a aussi les témoignages en histoire orale des anciens responsables du programme nucléaire iranien, qui ont souvent travaillé pour le programme à la fois à l'époque du Shah et sous la République islamique. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir cette continuité entre les deux régimes. Et donc je m'interroge aussi pour savoir si quand il y a un changement de régime, il y a un changement de politique nucléaire. Mais ce que je constate, pour revenir à mon idée de criminologie, c'est que quand même là, il y a une grande opacité. C'est-à-dire dans les sources ouvertes sur les dates de reprise du programme nucléaire iranien, les faits qu'on peut essayer d'établir en tant qu'historien, on va les établir à partir des sources orales. On va être obligé d'avoir recours à l'histoire orale. Donc là, il y a une opacité, on ne peut pas dire qu'il y a une transparence. Si vous regardez les rapports de l'AIEA, finalement, sur ces questions du nucléaire iranien, c'est l'opacité. L'Iran refuse de répondre aux questions. Et les seuls qui ont la prétention d'avoir un accès, c'est ce qu'on appelle les National Intelligence Estimates, dont c'est les services de renseignement des États occidentaux qui disent qu'eux ont accès à ce qui se passe à l'intérieur. Mais après, c'est une question de confiance dans ceux qui ont accès. Parce que, est-ce que le renseignement n'est pas politisé? Donc là, on en revient à la question du chercheur, du journaliste et des sources. Et donc là, je pense que quand même, l'exemple de ce qui se passait en URSS... Mais c'est le domaine le plus irradié. Oui, mais c'est intéressant, en tout cas, en tant que chercheur, parce que, comme vous avez dit, travailler sur l'Iran, c'est déjà sensible, mais si on ajoute l'Iran et le nucléaire, là, ça devient encore plus sensible et encore plus intéressant. Donc sur l'histoire du nucléaire, c'est une question qui se pose. En tout cas, voilà, c'était ça l'idée de criminologie, et c'est pour ça que je compare ça, parce que c'est les luttes internes politiques. Par exemple, il y a une question qui est en débat dans la littérature. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que l'élection de M. Rouhani en 2013 a un impact sur la décision de l'Iran de signer l'accord sur le nucléaire en 2015? Donc là, il y a un débat sur les analystes des évolutions du programme nucléaire iranien. Certains disent non, c'est que le facteur principal c'est les sanctions. Certains disent oui, le facteur principal c'est la volonté du peuple iranien qui s'exprime à travers l'élection de Rouhani d'un changement. Donc là il y a un débat, mais on n'a pas les sources, si vous voulez, les archives nécessaires pour pouvoir se prononcer. Après, ce n'est pas que sur l'Iran, mais dans un cas comme ça, c'était intéressant. Alors, les questions que vous posez sont excellentes. Donc, la question de est-ce qu'il y a une continuité ou des points communs dans les perceptions régionales, donc de l'extérieur de l'Iran, sur la République islamique. Donc, comme c'est vrai, je vous l'ai dit, j'ai voyagé après 2009 dans les pays voisins, notamment l'Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan.
Donc je vais essayer de répondre à votre question. La question qui revient le plus souvent, quand on va en Afghanistan ou quand on va au Pakistan ou même au Bahreïn et en Arabie Saoudite, c'est avec quel Iran on va parler. Est-ce qu'on va parler, surtout depuis 2013, l'élection de Rouhani, il y avait cette idée qu'il y avait un double discours iranien. Est-ce qu'on parle à l'Iran de Rouhani et de Zarif qui veut avoir des relations de bon voisinage et gagnant-gagnant avec nous, ou est-ce qu'on parle avec l'Iran des gardiens de la Révolution? Est-ce que c'est le même Iran? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs Irans? Et donc il y a une absence de confiance des pays voisins qui est liée à la nature, la dualité institutionnelle du pouvoir iranien. Donc ça c'est un premier élément, c'est toujours la question qui revient, avec quel Iran? Après il y a un deuxième problème qui est posé notamment pour les chiites Hazaras d'Afghanistan, c'est de concilier l'idéologie, et là ça répond à la question sur la nature de l'influence régionale, l'idéologie anti-américaine de l'ayatollah Khomeini, qui est toujours en vigueur, qui est la ligne idéologique principale des publications en persan, et l'alliance que ce groupe a avec les États-Unis, du fait de leur montée en puissance depuis la guerre américaine en Afghanistan. Et donc leur défi à eux, c'est d'être à la fois, et on retrouve ça en Irak, mais je n'ai pas fait de terrain en Irak, donc je parle de l'Afghanistan, est-ce qu'on peut être à la fois pro-américain et pro-République islamique? Alors ça, c'est vraiment une question très importante. Et après, l'autre question, c'est sur comment, en fait, l'Iran présente l'histoire de la Perse, donc du monde persan. C'est pour ça qu'on a inventé, après les études iraniennes, le monde iranien, la notion de persianette, le monde persianette. Je ne sais pas comment on peut traduire en français, mais ce n'est pas persan, mais c'est partout où le persan, la langue persane, a joué un rôle. Donc ça va jusqu'à l'Inde, par exemple. Et là, par exemple, en Afghanistan, il y a un vrai problème parce que, on le sait peu, mais plus de 90% des livres qui sont lus en persan en Afghanistan sont produits en République islamique d'Iran. Donc ils ont accès à l'histoire de leur région à travers des livres publiés en Iran. Et donc souvent, il y a un biais. Donc ils sont, par exemple, à l'université à Herat, ils sont obligés de changer les livres iraniens, d'arracher des pages, de faire, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc là, il y a un vrai problème de nationalisme, et à mon avis, ça existe depuis le Shah, ça c'est pas un élément nouveau. L'élément nouveau avec la République islamique, c'est ce prosélytisme chiite, donc qui ne fonctionne pas, parce que, par exemple, au Tadjikistan, qu'est-ce que propose l'Iran? C'est pas, quand on va au centre culturel iranien à Douchanbé, on va retrouver beaucoup de livres d'ayatollah quand même. Après, la demande, c'est pas du tout pour ça, c'est pour l'Iran pré-islamique. Donc il n'y a pas de compatibilité entre la volonté des citoyens tadjiks post-soviétiques de retrouver l'identité iranienne éternelle de l'Iran pré-islamique, parce que c'est justement l'Iran que les mollahs considèrent comme l'Iran des païens et l'Iran d'avant l'islam. Donc ça ne les intéresse pas. Et donc là, il y a une vraie méfiance du coup qui se crée, alors qu'il devrait y avoir une sympathie persanophone, une solidarité qui existait à l'époque du Shah, par contre sans aucun problème. Parce que il y a cet élément d'iranité qui est recherché dans la production d'identité nationale à travers le discours officiel culturel donc de l'État, qui ne correspond pas à la demande locale. Et ça se voit par exemple au Tadjikistan, avec le refus de retourner à l'alphabet arabo-persan, par crainte de l'influence religieuse iranienne. Un peu comme les soviétiques avaient changé l'alphabet arabo-persan vers le cyrillique pour se méfier de l'influence religieuse qui venait d'Afghanistan et pour créer un nouvel homme soviétique dans cette région. Oui. Mais du coup, au Tadjikistan, c'est pas du tout justement cette longue influence russophone que les gens ne veulent pas repasser vers plutôt une identité persane qui n'est pas tellement mise en avant, enfin qui n'était pas tellement mise en avant jusqu'à il y a quelques années. Non, bien sûr que la colonisation russe a joué un rôle dans l'identité, mais il y a eu, après l'indépendance, une volonté de retourner à une identité, à créer une nation en fait. Donc ça c'est Olivier Roy qui a beaucoup travaillé là-dessus, donc je pense qu'on peut dire que non, qu'il y a une méfiance aussi du fait qu'au Tadjikistan, la population est musulmane mais sunnite. Donc il y a cette crainte aussi de prosélytisme chiite qui est présente, c'est évident. Parce qu'il y a beaucoup de tensions avec l'Iran, les relations ne sont pas bonnes. Elles sont même... Ils se placent plutôt sous le patronage entre guillemets russe
Non, c'est juste qu'il n'y a pas de confiance, non, il n'y a pas de confiance dans l'influence iranienne. Je suis allé moi-même au centre culturel iranien, j'ai passé du temps au Tadjikistan, j'ai fait des entretiens. Et non, c'est pas du tout... la relation avec la Russie est complexe parce qu'il y a aussi la présence des migrants tadjiks à Moscou, donc il y a des problèmes aussi. Donc, c'est pas... Mais simplement, le Tadjikistan a besoin de la Russie pour la sécurité de la frontière, de toute façon. Oui, bien sûr, oui, pour ce qu'envoie la diaspora tadjik au pays. Mais donc là, on va retrouver ça au Bahreïn. Alors au Bahreïn, ça c'est intéressant. Au Bahreïn, seulement 5% par exemple des chiites bahreïnis suivent le Velayat Efari, donc la tutelle du juriste théologien, donc la théorie de Khomeini et de Ramenei qui a été reprise. Donc quand on a le discours officiel, si vous voulez, sur l'ingérence iranienne, il faut savoir que la capacité d'ingérence iranienne n'est pas très importante. Parce que la plupart des chiites de Bahreïn sont connectés avec l'Irak, de toute façon. Donc il n'y a pas une allégeance, c'est souvent le reproche qui est fait à l'Iran, de considérer en fait les pays voisins, non pas comme des États indépendants, mais comme des États où résident des croyants chiites qui devraient se placer sous la tutelle du guide suprême. Donc là, finalement, le problème est quand même la présentation du problème, donc le biais, c'est ça qui nous intéresse, est quand même important parce que seulement 5% des chiites bahreïnis suivent le guide Ramenei. Donc la plupart sont en lien avec des ayatollahs basés à Nadjaf en Irak. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de chiites bahreïnis qui se réfugient en Iran. Mais ça, c'est plutôt le résultat des politiques de répression après le printemps arabe de 2011. Donc là, il y a aussi des prophéties autoréalisatrices. Mais c'est toujours le contexte local qui prédomine. Alors sur la continuité historique, là aussi, l'Iran est un pays quand même en déclin sur le plan économique. Donc il ne va pas attirer. À l'époque du Shah, là, quand même, sur le plan économique, il y avait quand même une croissance immense. C'était un moteur pour la région, notamment dans le secteur de l'énergie, le pétrole. C'était un leader régional, l'Iran. Et aujourd'hui, on voit la production pétrolière, quand même, avec Pierre, on en parle souvent. Pierre Fabiani, qui était représentant de Total en Iran, je crois que c'était 6 millions de barils le jour à l'époque. Aujourd'hui, on est quand on a été divisé par 3. Sur les États-Unis. Non, je finis mon. Non, mais je développe juste mon. On dirait que c'est l'Iran qui est en train de développer une politique incroyable, alors que bon. Je finis mon point. Vous savez pas ce que je vais dire. Je finis juste mon argument. Donc en fait, il y a cette situation. Donc du coup, ce qu'on observe, c'est que chez les Bahreïnis qui sont âgés, tout le monde parle persan. Non, mais ils sont iraniens au Bahreïn. Je parle des situations locales, comment on perçoit le pays. On ne parle pas de la même chose. Donc il y a 20%. Aussi qui est oppressif, alors, je ne fais pas de polémique. Donc 20% des citoyens au Bahreïn sont iraniens, sont adjam. Donc on dit d'ailleurs, adjam ça veut dire muet. Donc c'est intéressant. Ils ne disent même pas qu'ils parlent persan. Ça c'est intéressant d'ailleurs. Alors qu'ils parlent persan. Et donc ces citoyens-là, leurs enfants, les jeunes aujourd'hui n'apprennent plus le persan. Donc c'est ça que je voulais dire. Et ça c'est triste parce que ça veut dire que la langue persane s'affaiblit dans la région du fait de la situation géopolitique de l'Iran. Après, on peut discuter des responsabilités. Est-ce que c'est l'embargo? Est-ce que c'est la mauvaise gestion? Après ça c'est un autre débat. Mais le constat, si vous voulez, localement vu du Bahreïn, c'est que la langue persane s'affaiblit. Et c'était quand même... il y a un grand respect dans la région pour la culture iranienne, même pour la cuisine. Je veux dire, on peut même considérer que Bahreïn, on voit aujourd'hui d'ailleurs avec le virus, on voit que la circulation, et ça c'est intéressant, c'est le décalage entre la géopolitique, donc ce qu'on a pu discuter tout à l'heure, les tensions, etc., et la circulation qui continue. Le Golfe est une Méditerranée. C'est ça l'article de Louis Blin, que je vous recommande vivement dans le livre, est extraordinaire pour ça, parce qu'il montre qu'en fait, on oppose souvent persan et arabe, mais que, Bahreïn en est l'exemple, c'est une hybridation. C'est le monde arabo-persan, Bahreïn. C'est un mélange. Donc après, il y a des débats, bien sûr. Est-ce que les Bahranas, donc l'ethnie locale, sont persans ou sont arabes, ethniquement, la langue, selon comment on définit la personne. Mais en tout cas, le fait est qu'on a beaucoup de phénomènes d'hybridation. Et ça, c'est intéressant. Donc là, il y a un élément de continuité par rapport à l'époque du Shah. Mais c'est vrai que la situation économique du pays et le déclin économique de l'Iran, par exemple, les citoyens de Bahreïn vont en vacances en Iran parce que c'est pas cher, ils peuvent acheter des maisons. Le pouvoir d'achat d'un citoyen bahreïni quand il va en Iran est immense.
Donc ils considèrent, bon, c'est vrai que c'est inversé, je pense, par rapport à la période précédente. Je pense qu'il y a une forme d'aubaine aussi, d'effet d'aubaine du fait de la révolution. C'est-à-dire que ces pays-là ont profité, hein. Ils sont tout à fait conscients de la chance qu'a été pour eux la révolution islamique. Dubaï, à mon avis, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la révolution islamique. Donc ces pays-là ont, d'ailleurs on l'a vu récemment avec leur changement de position, ont un biais, c'est-à-dire, d'ailleurs souvent sont iraniens eux-mêmes, hein. Donc il y a plusieurs, il y a les Hadjam, il y a les sunnites aussi d'Iran, qui parlent persan parfaitement. Donc il y a souvent des ministres qui sont iraniens d'ethnie, donc ils connaissent très bien l'Iran, contrairement à ce qu'on pense. Et ça c'est d'ailleurs un cliché ici en Occident, ça serait qu'un biais. Mais ils ont une méfiance vis-à-vis de l'idéologie du régime. Et c'est ça qui est important à comprendre. J'ai une question. Oui. Quel est véritablement le degré de réduction de l'Iran à l'idéologie de Velayat Faqih pour ses voisins? Mais ça, c'est dans le discours politique. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais dans la société, pas du tout. C'est-à-dire que la connaissance et l'attrait culturel, civilisationnel que représente l'Iran est toujours là. Mais la pertinence d'apprendre la langue persane, et c'est ça qui est embêtant quand même pour l'Iran, c'est de ne pas défendre la persanophonie. C'est-à-dire que le régime n'a pas axé sa politique culturelle, les centres culturels iraniens, si vous voulez, en un sens. Là, il n'y en a plus, à Bahreïn, parce qu'il n'y a plus d'ambassade. Mais l'image que projette le régime lui-même à l'extérieur, c'est une identité quand même qui est très imprégnée de l'idéologie du régime. Après, bien sûr qu'ils ont rajouté depuis les années 90 les images de Persépolis dans les centres culturels. Ils ont rajouté, ils ont pris, c'est ce qu'Olivier Roy appelle l'islamo-nationalisme. Mais je pense que la crédibilité du discours de l'État iranien est pénalisée par la structure du pouvoir. Et donc il y a toujours, comme je l'ai dit au début, sur le point commun, sur avec quel Iran on va parler. Donc bien sûr que tout le monde écoute de la musique persane, que les poètes persans sont présents, ils n'ont pas disparu. C'est pas ça. Gougouche devait venir en concert plusieurs fois à Bahreïn. Donc c'est pas la question, c'est pas ça. La question c'est est-ce qu'il est possible avec la République islamique d'envisager avec ces Émirats des relations de bon voisinage. Et les voisins répondent non parce que il y a un double discours de l'État iranien. C'est ça la ligne. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas parler avec Zarif, ils veulent parler avec Qassem Soleimani à l'époque, avant qu'il soit éliminé par les Américains. Mais parce que cette dualité du pouvoir iranien crée un déficit de confiance dans la possibilité de construire de nouvelles relations. Ce qui était un peu l'objectif du président Rouhani quand il est arrivé à la présidence en 2013. Les projets de Zarif sur le Golfe, le projet HOP aussi, qu'ils ont mis en avant récemment, sur la sécurité dans le Golfe Persique. Parce que l'Iran demande aux voisins en fait, de renoncer à leur dépendance stratégique avec les États-Unis. Donc il y a une conditionnalité. Il n'y a pas demandé à l'intervention. Non, mais il y a une conditionnalité qui est posée dans les relations de bon voisinage dans le discours officiel iranien vis-à-vis des Émirats. Le Qatar, non, parce qu'il y a une réelle politique. Donc c'est ça que j'ai fait un article pour Politique étrangère qui va sortir. Je l'appelle la stratégie régionale de la République islamique d'Iran entre réelle politique et idéologie révolutionnaire. Donc il y a toujours deux piliers. Il y a toujours le pilier, l'idéologie, etc. Et le pilier, la survie de l'Iran. Parce que surtout dans le cas de l'embargo actuellement, et on le voit avec le virus, pour les exportations non pétrolières, générer des revenus qui ne sont pas liés au pétrole, c'est la clé pour la survie de l'économie iranienne. Est-ce que dans la référence que vous faites à kremlinologie, si on regarde maintenant avec distance, on a suffisamment de temps pour voir que la critique la plus importante qu'on peut faire à des kremlinologues, c'était qu'ils étaient aveuglés complètement par les prétentions de pouvoir soviétique et ses références idéologiques. Pour comprendre n'importe quel problème, il faut se précipiter pour voir qu'est-ce qu'il a dit Lénine, qu'est-ce qu'il a dit Staline, qu'est-ce qu'il a dit le bureau. Tandis que la politique, ça se faisait autrement dans l'ensemble. Et est-ce que la même chose, chez les iranologues, je vous donne un exemple. Le guide n'a pas besoin, d'après la loi iranienne, d'avoir la nationalité iranienne pour être le guide. Le petit sous-officier de petit village iranien, il faut qu'il produise ses papiers d'identité iranien pour avoir son poste.
Donc cette prétention de quelqu'un qui n'a même pas besoin d'être national iranien, d'être le guide, c'est une certaine forme de carcan idéologique qui ne s'adapte pas tellement bien avec la réalité de terrain. Et dans les relations de l'Iran avec ses voisins, on voit toujours ça d'une manière générale, même au Liban. Pourquoi Hassan Nasrallah prétend qu'il est le représentant, alter ego de le vakil, il a des problèmes avec la communauté chiite libanaise même. Ben oui. Et s'il n'y avait pas les tensions internationales tout autour, le problème serait autrement, où l'argent et tout ça. Et là, pour les pays voisins de l'Iran, quand on parle de Pakistan, quand on parle de Turkménistan, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, même les Émirats, même le Bahreïn, malgré même l'Arabie saoudite d'une certaine manière. Est-ce que cette réalité de terrain, la géographie c'est imposé au régime iranien. Une influence qu'on ne peut pas le voir uniquement en mettant des lunettes. Non, mais la politique, c'est une partie de l'influence. Donc après, moi, en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est de justement ne pas, pour un chercheur, il ne faut surtout pas se limiter à la politique parce que c'est le moins transparent, le plus opaque. Donc ce qui est intéressant, c'est les relations culturelles, les relations économiques. Et dans le domaine de l'énergie, par exemple, on apprend beaucoup plus. C'est beaucoup plus fécond sur le plan scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a une différence dans la politique régionale vers le Golfe et la politique régionale vers le nouvel espace soviétique dans l'Asie centrale et au Caucase. Donc on ne peut pas dire que la République islamique a la même stratégie régionale dans le Golfe et dans l'ancien espace soviétique. Et ça, c'était dans ma thèse, je l'avais vu, c'est à cause de on est passé de la dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis à l'époque du Shah à la dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine et de la Russie aujourd'hui. Donc l'Iran est entré au Caucase en Asie centrale par la porte russe, aux conditions russes, parce qu'il ne pouvait pas à la fois s'opposer de la même manière aux États-Unis et à la Russie. Et comme l'Iran avançait dans l'arrière-cour de la Russie, là, ça a été la réalpolitik qui a prédominé. C'est ce qu'on appelait la politique du bouquet de fleurs d'Astegol. C'est Fred Hallyday qui a écrit d'excellents articles là-dessus. C'était Rafsanjani à l'époque qui avait fait cette politique-là, d'accueillir n'importe quel dirigeant du Turkménistan, justement, de Géorgie, d'Arménie, etc. Mais ce qu'on remarque dans le livre, c'est que malgré ce cas particulier de l'ancien espace soviétique, un cas particulier dans la politique régionale de l'Iran, la dimension anti-américaine qui est prédominante quand même de l'idéologie du régime empêche la construction, la réalisation du potentiel de ces relations entre l'Iran et ces pays-là. Parce que la Géorgie va quand même mettre une limite avec l'Iran à partir du moment où les États-Unis vont intervenir. L'Arménie, c'est plus compliqué, parce que l'Arménie, et ça c'est très bien expliqué par l'auteur arménien de l'article, n'a qu'une voie finalement pour une voie terrestre. Et c'est l'Iran qui l'offre. Donc là, les États-Unis font des pressions, disons, à géométrie variable. Comme on peut voir aussi de l'embargo, les exemptions que les États-Unis donnent à l'Irak pour acheter de l'électricité à l'Iran, par exemple. Donc là, il y a une réelle politique qui vient aussi des États-Unis, qui s'adapte à la géographie, à la réalité locale. On le voit surtout en Arménie et en Irak. Mais sur le plan diplomatique, l'Iran en tant que puissance régionale, à mon avis, aurait quand même intérêt à rééquilibrer. Disons, c'était un peu le but de Rouhani. D'ailleurs, c'était son slogan de politique étrangère. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui contrôle cette politique-là. Donc il n'a pas pu réaliser ses objectifs. Et finalement, on le voit aujourd'hui avec la Chine surtout, et l'impopularité des relations entre l'Iran et la Chine du point de vue de l'opinion publique iranienne. Et donc là aussi, il y a un problème, un échec, je dirais, du régime à l'intérieur. Sur cette question, c'est ce que j'avais étudié sur la Russie. C'est-à-dire, certes, il y a un partenariat, il y a des relations qui, quand même, une transformation historique de la relation bilatérale, mais au niveau des populations, il n'y a pas un intérêt quand même incroyable de la part de la population iranienne pour apprendre le russe, pour aller en Russie comme à l'époque les communistes iraniens le faisaient, ce que j'ai étudié dans ma thèse, ce qu'on appelait les étudiants rouges. Et ça, c'était Dariush Shomayoun qui me l'a dit, l'ancien ministre du Shah de l'information. Il m'a dit les Russes, les Soviétiques ont perdu un atout avec la fin de la gauche en Iran en 1983. Donc c'était quand même la première étape
de cette amélioration des relations, ça a été quand même, le terrain a été préparé par le Toudé, par les communistes iraniens et la gauche iranienne qui a amené une image nouvelle de la Russie en Iran, positive, grâce au marxisme et l'importation des idées modernes. Mais le retour des nationalismes aujourd'hui fait que j'ai l'impression que, en tout cas, mes recherches sur place m'ont conduit à penser que la République islamique avait échoué au niveau de l'opinion publique iranienne et de transformer l'image historique de la Russie en Iran. Sur la politique régionale, pour Bahreïn, le Shah a fait un acte qui était courageux pour son époque, par rapport au nationalisme iranien. La 14e province. Oui. Ouais. Et qui était s'adapter avec des réalités de la région. Vous êtes d'accord? Oui, il a échangé en fait avec les îles et puis il a échangé son rôle régional. C'est-à-dire que le Shah, quand il y a eu l'indépendance de Bahreïn, le référendum des Nations Unies. S'il avait fait six fixations sur Bahreïn, il aurait été conflit avec. C'est ça, donc il a choisi un compromis en fait. Il a cherché. Je voudrais faire une petite parallèle pour. D'accord. Est-ce que l'accord sur la mer Caspienne, qui est absent malheureusement là-dessous. Ah oui, non, on n'a pas traité ça. C'est vrai. J'ai écrit un autre article. Est-ce que ça joue le même rôle de pragmatisme de la République islamique? Parce que c'est très mal vu pour le nationalisme iranien de tous bords. Oui, c'est un bar bandou. Mais permettez-moi de vous dire, sur la gestion des relations internationales avec les voisins, est-ce que c'est un projet qui vient de la route? Est-ce que comme spécialiste de droit de la mer et tout ça, on peut arriver à mieux? Donc la République islamique s'adapte. Oui, mais ça, Giv Mir-Fendereski, qui est le fils de Ahmad Mir-Fendereski, qui était ambassadeur du Shah à Moscou, m'a dit la même chose que Mottaki avait dit à l'époque, le ministre des Affaires étrangères d'Ahmadinejad. L'Iran n'a jamais eu d'influence sur plus de 11,3% de la mer Caspienne. Donc, de toute façon, la réalité géographique, là, n'est pas liée à la nature du régime. Mais je pense que, je vais finir mon argument. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une réalité historique que... mais je pense que, en fait, le soupçon qu'ont les Iraniens vis-à-vis du régime de ne pas défendre les intérêts nationaux du pays est tel aujourd'hui que... Et peut-être avec la transparence également aussi, parce qu'à l'époque du Shah, peut-être on pouvait cacher aussi la réalité. Parce qu'on disait c'est moitié-moitié, c'est un lac irano-soviétique. Moi, j'étais pas là, donc je ne sais pas comment ça se passait à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les télés en exil, etc., l'accès à l'information, quand même, c'est beaucoup plus ouvert. Donc je pense que la capacité d'un État à contrôler l'information n'est pas la même. Mais ceci étant dit, je pense qu'un État iranien qui serait perçu comme nationaliste au sens séculier du terme et non pas cet islamo-nationalisme qu'on a actuellement, aurait plus de facilité à négocier un accord avec la Russie et à le faire accepter par la population qu'un État qui est accusé de défendre ses intérêts contre la nation iranienne, par la population. Donc c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la Caspienne. La Caspienne est une focalisation de sentiments nationaux liés à des frustrations qui sont plus larges. C'est ça mon analyse. C'est-à-dire qu'on va tout concentrer sur cette question de la Caspienne de manière assez improbable, parce que Giv Mir-Fendereski n'est pas un grand soutien de la République islamique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il reconnaît que Mottaki a raison. Mais ça n'empêche pas que tout le monde est furieux. Donc c'est intéressant de voir cette incapacité. Alors est-ce que... parce qu'il n'y a pas de pétrole en fait dans cette partie de la Caspienne. C'est ce qu'on appelle le mythe du pétrole du nord de l'Iran. Donc j'ai étudié ça depuis les années 40, on parle de pétrole dans cette région, et s'il y en a, il est très profond. Là je parle sous le contrôle de Fabeni, mais il me semble que là quand même c'est profond au niveau de la Caspienne, et qu'ils n'ont pas la technologie en tout cas, dans la partie des 11,3%. Il n'y a rien de prouvé. Voilà, c'est ça. Rien de prouvé. Bon, on cherche toujours. De la Caspienne, on a vu. Hein. C'est ça. Mais là, ils s'est beaucoup amusé. C'est ça. Du côté, bien sûr, de compagnon. Hein. Mais les Iraniens avaient une position très simple. C'est de dire que c'était un lac. Le reste, c'est ça. Ou plutôt le contraire. Attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est le contraire. Oui, les Iraniens disaient que c'était un lac. Ben non, c'est une mer, c'est la Caspienne. Bon. Or, une mer, ça se définit en fonction des frontières géographiques telles qu'on les définit, avec toujours très compliqué, des bagarres, on se faire des guerres. Alors que le lac, le principe général international, c'est que ce soit partagé entre tous les pays qui sont autour du lac à part égale.
Au point de vue, je parle économique, hein, le domaine minier, par exemple. Évidemment, et ce qu'on dit aussi, c'est qu'on essaye d'avoir dans les lacs une seule production, une compagnie, c'est l'idéal. Après, on n'a plus de problème de partage, puisque chacun a, dans le cas de la Caspienne, 20%. C'est ça. Là, et c'est ce que réclamaient toujours les Iraniens, parce qu'au lieu de 11,3, ils ont 20. Entre nous soit dit, c'est aussi simple que ça. Et là, je me souviens de discussions absolument extraordinaires. Bref, en tout cas, c'est un pur stratagème qui ne marchait pas. Hein. D'ailleurs, ils ont laissé tomber cette histoire-là. Donc, ils ont accepté de jouer le pragmatisme et le réel de la situation où tout le mythe de la mer Caspienne, tout ça, s'est envolé par une république islamique qui, pour différentes raisons, joue sur le nationalisme. Modestement, moi je parle du pétrole. Le mythe pour moi, c'est le fantasme iranien sur le pétrole, donc du Nord-Iran, de ce qu'on appelle le sud de la Caspienne. Oui. La communication. Parce que c'est plus profond. La Caspienne, en fait, c'est très profond. Le offshore, c'est du offshore très profond. En fait, c'est moins profond au nord et très profond vers l'Iran. Donc c'est ça le problème. Mais moi, ce que j'ai défendu dans ma thèse, c'était que ce moins-disant révolutionnaire, comme je l'ai appelé, c'est pour préserver l'opposition aux États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas par adaptation à la réalité géopolitique. C'est ça, c'est ça qu'on reproche au régime. C'est ça le reproche qui est fait dans les médias en persan d'opposition, ce que je lis des critiques de cet accord, qui émanent même de l'intérieur, hein, même de l'intérieur de l'Iran, des médias du régime. Ils laissent sur cette question un débat. C'est d'ailleurs intéressant. Et dans le débat, ce qui est reproché, c'est de sacrifier la Caspienne pour l'amitié avec la Russie, pour maintenir l'opposition structurelle avec les États-Unis. Parce que le guide a clairement un projet personnel d'alliance avec la Russie, ça c'est documenté. Donc là, on a quand même une question de préserver la nature de l'idéologie de Khomeini et de se rapprocher de la Russie, même sur un cas symbolique. Mais ça ne veut pas dire que la réalité ne l'emporterait pas s'il y avait un autre régime. Et ça même, le ministre du Shah, Humayun, avant qu'il disparaisse malheureusement, m'avait dit que de toute façon, quel que soit le régime iranien, il faut des bonnes relations, de bon voisinage avec la Russie. Donc là, il n'y a pas de débat. Le débat, il est sur est-ce qu'il faut avoir exclusivement des relations de bon voisinage avec la Russie, ou est-ce qu'en même temps, il ne faut pas baisser le niveau d'hostilité avec les États-Unis pour mieux négocier avec la Russie? C'est ça le débat. Il faut pas... Et c'est là que l'opposition se focalise, parce que les relations sont tellement mauvaises avec les États-Unis depuis la Révolution, depuis la prise d'otages, et le symbole est si fort de la prise d'otages qu'il n'y a pas eu de dépassement de cet acte fondateur de la diplomatie de la République islamique. On n'a pas réussi à une normalisation. Même l'accord sur le nucléaire était limité au nucléaire pour des raisons qui sont très valables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier... Non. Il devait y avoir rétablissement des relations économiques. Excusez-moi, mais... Non, je veux dire nucléaire par rapport... Je finis ma phrase, je vais être précis. Non, soyons très précis. Limité au nucléaire, c'est-à-dire par rapport au grand bargain. C'est-à-dire qu'il y avait un débat à l'époque, dans les années 2000, M. Salamatian s'en rappelle. Est-ce qu'il faut négocier que sur le nucléaire ou est-ce qu'il faut tout négocier? Et ce que les Français appellent aujourd'hui le nucléaire élargi. C'est-à-dire le nucléaire, la politique régionale de l'Iran, le balistique et les droits de l'homme. Donc Obama, par pragmatisme, avait négocié que le nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'en échange, il n'y a pas une normalisation des relations économiques qui était partielle, qui n'était pas totale. Parce que les trois autres dossiers génèrent des sanctions aussi, donc il ne faut pas simplifier. Les sanctions liées aux droits de l'homme, il n'a jamais été évoqué qu'elles soient levées. Même celles de l'Union européenne et de la France. Les sanctions liées à la politique régionale, aucune négociation liée au JCPOA ne disait qu'elles devaient être levées. Ah oui, mais ça c'est une théorie, ça. Mis fin à ce point de départ par un État voyou qui ne respecte rien, c'est-à-dire les États-Unis. Que vous soyez au Venezuela, que vous soyez en Iran, vous avez affaire à un État voyou qui viole absolument toutes les règles du droit international, d'accord, et tout le monde se soumet. À partir du moment où vous avez un État comme l'Iran qui ne veut pas se soumettre, il est bien obligé de voir un côté, donc la Chine, la Russie. C'est une obligation. Imaginez quelques instants qu'on soit, nous Français, soumis au même régime que les Iraniens par les Américains. Imaginez quelques instants. Bon, alors, toute votre analyse, bon, c'est très sympathique, etc. Mais fondamentalement, à l'heure actuelle, l'Iran
ne veut que de bonnes relations avec son voisinage, semble-t-il. Hein. Toutes les manifestations sont là. Simplement, tout le monde a peur de la réaction de M. Trump et des États-Unis, qui se comportent de façon totalement inadmissible et qui ruinent le droit international. Donc on fera une autre conférence sur les États-Unis. Non, bon, alors, toutes vos analyses, c'est le... Mais moi, je fais une analyse sur la politique régionale de l'Iran, vue par l'Iran et ses voisins. Je ne fais pas une conférence sur la politique américaine. Attendez, vous dites l'obsession anti-américaine de l'Iran a entravé sa politique dans les différents endroits. Oui, oui, je dis ça parce que c'est la perception de la Je Géorgie. vais vous dire que je veux aller avec une petite regard sur Chaque pays, l'Afghanistan aussi. c'est Sans pas- l'anti-américanisme, C'est une réalité la République islamique ne survivrait pas. Ben oui, c'est pour ça, donc on est Il ne d'accord. faut pas dire que l'Iran ne serait pas. Oui. L'anti-américanisme, nous sommes à 40e anniversaire de la prise d'otage. Oui. C'est la deuxième. C'est La deuxième révolution, Yann Richard fait un livre. iranien. C'est ça, c'est ce que dit Yann si Richard. vous êtes Je sais, criminologue, c'est octobre. C'est pas février, c'est octobre. Et cet octobre a la vie dure. D'accord. Mais je sais bien, mais bon, t'es d'accord alors. Mais aussitôt que vous êtes dans le cadre des réalités, des relations internationales. Ah mais on négocie, Quand vous c'est la regardez, survie du régime vous qui prime, voyez oui. que, à mon avis, c'est un peu ne pas voir la réalité locale qui se forme, de fixer tout dans la prétention de pouvoir iranien d'être l'anti-américain par excellence et dans la perception que la Maison Blanche donne de temps en temps que c'est l'anti-États-Unis. Comme si le monde était divisé entre deux grandes puissances et une des sources d'assurance en soi de pouvoir iranien aujourd'hui, je tiens la tête à la plus grande puissance du monde. Vous savez, quand dans le couloir des Nations Unies, on court derrière le diplomate iranien pour arranger un coup de téléphone ou une rencontre, on leur donne une certaine assurance. Si nous étions rien, pourquoi ils courent tellement pour avoir ne serait-ce qu'une photo pour la presse? Là, c'est devenu une subjective. Les relations entre l'Iran et les États-Unis concernant les différentes parties du monde ont leur complexité. À Washington même, ont leur complexité. Je connais suffisamment ça. Je dis, malheureusement, aux États-Unis, ce n'est pas la politique, la diplomatie américaine qui décide de l'Iran, c'est 2, 3, 4 personnes qui sont depuis 40 ans, 50 ans dans un point particulier qui a d'autres intérêts. Je connais les personnes, je les ai vus étudiants en faisant leur connaissance jusqu'à moi. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la petite fenêtre de regarder l'Iran par le Proche-Orient, par les nécessités de rapports de force de Proche-Orient. Là, c'est des subjectivités de politique internationale. Y a-t-il une objectivité des relations de terrain où montre que, par exemple, aujourd'hui, la Géorgie n'a aucun problème pour faire des nœuds de communication d'Internet avec l'Iran en Géorgie, malgré l'opposition des Américains. Et les relations entre la Géorgie et les États-Unis sont beaucoup plus intimes qu'avec l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la réalité. Bien La sûr. Géorgie a besoin de pouvoir sortir de l'enclave. Et il voit quel serait l'intérêt, et ainsi de suite. Mais moi, ce que je vois, c'est simplement que la réalité du terrain, comme vous dites, c'est-à-dire que la relation difficile entre l'Iran et les États-Unis est une contrainte pour les pays voisins de l'Iran, comme par exemple l'Arménie, la Géorgie, l'Afghanistan, même les pays arabes, dans leur relation de bon voisinage avec l'Iran. Même si leur souhait peut être de construire des bonnes relations avec l'Iran, ils prennent en compte dans leur politique globale la relation avec les États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas que leur arrive ce qui est arrivé à l'Iran. Donc ils prennent en compte la réalité des rapports de force internationaux, ce que ne fait pas la République islamique, qui est dans une forme de négation de la réalité, elle. Qui ne mesure pas les rapports de force. Et c'est ça qui est intéressant. Non, je vais finir mon argument, parce que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Et ça va jusqu'où? Parce qu'on a parlé de la Russie et de la Chine, par exemple. Les partenaires de l'Iran, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces pays-là utilisent leurs relations avec l'Iran aussi dans leurs négociations avec les États-Unis. Et du fait de son isolement, l'Iran ne peut pas, en fait, contrer les stratégies. C'est pour ça que mon argument dans ma thèse, c'est de montrer qu'on est passé de la dépendance vis-à-vis des États-Unis à la dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine aujourd'hui, avec un discours, un slogan sur l'indépendance de la politique étrangère de l'Iran, qui était le slogan de la révolution iranienne. Et donc, le slogan ne s'est pas concrétisé. Donc, il n'y a pas une performance diplomatique
de la République islamique, parce qu'il y a une confusion entre être isolé et être indépendant. Et je pense que l'élection de Rouhani en 2013, c'était un message de l'opinion publique qui ne partage pas l'avis de ce monsieur ici, qui pense qu'un compromis avec les États-Unis est nécessaire pour le bien-être du pays et d'assurer un minimum de développement socio-économique. Et je pense que l'écart qui est en train de se creuser actuellement, les journalistes qui vont en Iran encore aujourd'hui m'ont dit récemment que malgré les sanctions de Trump, le retrait de Trump de 2018, etc., toutes les critiques qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'administration Trump qui sont immenses, comme beaucoup de pays de la région d'ailleurs, ils blâment quand même leurs responsables politiques pour les problèmes économiques du pays. Parce que ce qu'on essaie de montrer dans l'introduction du livre, et ce qui est nouveau, à mon avis, ces dernières semaines dans la région, et notamment depuis l'automne 2019, c'est qu'il y a une volonté à la fois en Iran, en Irak et au Liban, des citoyens, notamment on le voit dans les manifestations populaires, d'avoir une normalisation économique. Et dans les analyses géopolitiques, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est la puissance normative des États-Unis qui, à travers leur appareil juridique, impose à l'ensemble des acteurs. On voit même que la Russie s'est retirée d'un contrat pour la construction de chemins de fer en Iran de 1,3 milliard de dollars en raison des nouvelles sanctions américaines. Donc on voit que même la Russie et la Chine vont donner la priorité à leurs relations économiques avec Washington par rapport à leurs relations économiques avec l'Iran, et que du coup, cette situation géopolitique, ce blocage, même s'il n'est pas le retrait de l'accord de Trump, n'est pas de la responsabilité du président Rouhani qui lui respectait l'accord. Ça, c'est pas la question, ça c'est un autre débat. Mais la conséquence, en tout cas, c'est un effet négatif pour la vie quotidienne, pour les gens, et donc du coup, il y a une polarisation entre un régime qui se bunkérise et s'isole, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que la terranologie va dire évidemment les conservateurs montent, etc. Mais ils vont tout de suite créer un lien avec Trump. Mais si on regarde en 2004, à la fin de Ratami, il y avait aussi un effet cyclique interne de la politique iranienne. Donc après, dans quelle mesure on a en capacité de savoir quelle est la part de responsabilité des États-Unis, quelle est la part du cycle local de la vie politique de la République islamique, c'est complexe. Je veux dire, on n'a quand même pas une capacité de compréhension optimale du fait de la fermeture quand même. Alors, je voudrais vous poser une question qui est un tout petit peu compliquée, j'aurais besoin de votre aide. Est-ce que les relations entre la Chine, la Russie et l'Iran sont définies uniquement par l'économie, ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie politique? Est-ce que la stratégie politique est définie par l'économie, ou ce sont deux choses indépendantes? Alors c'est différent pour les deux pays, parce que la relation avec la Russie est très décevante sur le plan de l'économie. Le commerce, c'est 1,5 milliard. D'ailleurs, quand il y a des sanctions américaines, le commerce irano-russe baisse. Donc il y a un effet, parce qu'à la fois l'Iran devient un marché moins solvable, l'Iran a moins de pétrodollars pour acheter des armements à la Russie, des réacteurs nucléaires, etc. Et donc la capacité de la Russie à jouer un rôle, disons, de substitution par rapport au commerce avec l'Europe, parce que c'est ça, hein, les concurrents des Russes et des Chinois, objectivement, ce sont les entreprises européennes, mais les entreprises européennes suivent les lois extraterritoriales américaines, en majorité. Donc la Russie, non, la Russie, c'est politique stratégique d'abord, parce que c'est en lien avec, d'où la remarque de M. Salamatian sur le caractère sensible de recherche en Iran sur un sujet comme l'Iran et la Russie, parce que c'est important pour la survie du régime. Donc cette dépendance qui est non dite, hein, qui est niée évidemment, mais le caractère sécuritaire que l'Iran va donner à ses relations avec la Russie, on l'a vu par exemple après 2009, quand il y a eu les manifs du mouvement vert pour la démocratie en Iran, etc., contre le régime déjà. La Russie, le premier voyage d'Ahmadinejad, c'est en Russie. C'est la Russie qui va tout de suite soutenir la répression, etc., en interne. Donc la Russie, c'est une garantie de survie, mais sécuritaire. Et ça, la nouveauté, c'est la guerre en Syrie, parce que on a quitté le niveau bilatéral pour avoir un partenariat sécuritaire régional. Et ça, c'était quand même une nouveauté. Et donc, quand il y a eu la répression en Syrie aussi, la Russie et l'Iran se sont alliés. Donc là, l'économie, c'est plutôt en complément du politique et du sécuritaire, et notamment en raison de la nature, donc le spatial, le militaire et le nucléaire. Donc on n'est pas sur de l'agroalimentaire, ou on est sur des biens stratégiques. Et pour la Chine, c'est économique d'abord, mais
la Chine donne quand même une dimension politique, puisque c'est le seul pays qui continuait à acheter un peu de pétrole iranien malgré l'embargo américain. Donc c'est politique, mais pour la Chine, c'est quand même la relation économique avec les États-Unis qui va primer. C'est-à-dire s'il y a un accord global est décidé entre l'administration Trump et la Chine, l'Iran pourrait être victime collatérale, parce que l'importance de l'Iran pour la Chine n'est pas très grande sur le plan économique. Par contre, l'importance de la Chine pour l'Iran est majeure, c'est la moitié quasiment du commerce. Donc là, on a aussi une disproportion qui est liée à la diplomatie du pays, malgré tout. Parce que l'idée de Rouhani de garder l'Europe, ça ce sont l'idée des réformateurs systématiquement en Iran qui échouent. Hein. On avait déjà vu ça sous Khatami, Rafsanjani. Jouer l'Europe contre les États-Unis, ça ne fonctionne pas. Donc, Justement, j'allais rebondir sur cette question parce que quand vous parlez de l'Europe, si je vous ai posé une question un peu avec deux têtes, c'est-à-dire politique et économique, je me pose la question pourquoi l'Europe n'a pas réussi, au moins sur le plan politique, de se faire une place. Alors on va dire qu'il y a les 27 pays, d'accord, mais il y a aussi les pays qui sont inquiets pour leur avenir, parce que si j'ai bien compris, aux États-Unis, j'ai assisté à une journée sur l'Iran qui était organisée au Sénat la semaine dernière, et un des analystes disait que l'Iran est un pays qui intéresse les Américains, mais les nationalistes américains, qui frôlent aussi un peu l'extrême droite, sont intéressés par garder ce pays dans leurs mains. Et tous les problèmes qui se passent, de toute façon, ils vont continuer dans ce sens-là. Quelle est votre question? Il disait que le plan des nationalistes américains est de garder la main mise sur l'Iran, qu'à terme... Ils n'ont pas de relations diplomatiques? Non, ils n'en ont pas, mais justement... Ils veulent la main mise, vous voulez dire l'embargo, vous voulez dire? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Pour l'instant, il y a un embargo. Je sais que cette région leur appartient. Le Moyen-Orient? Oui, il faudrait que vous en parliez avec M. Golub, qui est... D'accord, Philippe Golub, je le connais, oui, à l'IREMO. Oui, on a déjà beaucoup dialogué ensemble, oui. C'est lui qui dessinait un... Je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que l'extrême droite française également a toujours eu des bonnes relations avec la République islamique d'Iran. Donc il y a, comme avec la Russie, une tradition d'extrême droite européenne. Non, c'est pas ça. Si, je pense que c'est ça qu'il veut dire, M. Golub, je le connais. Donc il parle de l'extrême droite américaine dans le sens civilisationnel, je pense. Non, pas du tout. C'est géopolitique. C'est-à-dire que pour... Mais on ne peut pas garder dans sa main quelque chose qu'on n'a pas, parce que justement l'Iran est hors de la sphère d'influence américaine. Le droit international, M. Trump, il fait ce qu'il veut. Non, la question, c'est vraiment, il monte. C'est une stratégie qui date d'après lui, depuis plusieurs décennies, au moins 2 ou 3, où il estime qu'il y a un plan pour la région. Cette région du Moyen-Orient les intéresse beaucoup, notamment l'Iran, et ils ne vont rien lâcher. Et c'est pour ça qu'ils surveillent de très près. C'est vrai que l'obsession américaine de l'Iran, de cette administration, n'est pas rationnelle sur le plan diplomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le retrait de l'accord sur le nucléaire. C'est une question, à mon avis, de politique intérieure. C'est-à-dire que comme Obama avait représenté une exception dans la stratégie iranienne des États-Unis depuis la révolution et depuis la prise d'otages, vu que le Congrès était déjà aussi opposé, donc il y a des éléments aussi qui s'expliquent du point de vue institutionnel américain. Donc Trump n'a fait que normaliser, là pour le coup, la politique américaine. Donc il n'y a pas de spécificité. La spécificité, c'est le contexte, c'est-à-dire que, alors que l'Iran n'était pas du tout en violation de l'accord, mais ce qui est intéressant, c'est ce que montre cet exemple-là, par rapport au discours qu'on entend souvent sur le déclin des États-Unis, c'est de voir la capacité des Américains à définir l'agenda stratégique international. Donc j'essaierai plutôt de répondre à votre question sur l'Europe. Pourquoi l'Europe suit les États-Unis? Avec une touche évangélique pour l'intérêt pour la région. Il y avait tout ça. Oui, moi, lui, il est spécialiste des États-Unis, donc moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je peux dire par rapport alors, on a un article sur l'Iran et les États-Unis dans le livre. C'est le traumatisme de la prise d'otage. Donc,
je ne pense pas que la normalisation est possible tant que la prise d'otages est présente dans les mémoires aux États-Unis et tant qu'il n'y a pas une réconciliation sur cette question entre les deux côtés. Mais après, est-ce que la normalisation peut avoir lieu dans le cadre du régime de la République islamique? Moi, je partage ce que M. Salmatien a dit, c'est-à-dire que ça fait partie de l'ADN du régime, hein, donc ça serait renoncer à leur identité. Donc, c'est pas une question diplomatique pour le régime iranien, c'est une question d'identité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. C'est une question de politique intérieure. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est plus. Et aux États-Unis aussi, l'Iran est une question. Voilà, des deux côtés. Et la Russie, non. La Russie, non. La Russie, par exemple, c'est une question avec l'opinion publique. Mais comme c'est un régime autoritaire, bon, ben, même si l'opinion publique n'est pas d'accord, par réel politique, parce qu'ils ont fait des choix stratégiques globaux, ils peuvent imposer ça dans le débat stratégique en interne. Par contre, pour les États-Unis, par rapport au corps des clercs aussi, parce qu'ils sont dans une logique de choc des civilisations. Donc, on a Huntington aux États-Unis qui a produit ce livre-là, qui est très controversé, mais qui est quand même intéressant pour notre réflexion sur le choc des civilisations, parce que certains y croient. Ça ne veut pas dire que c'est une théorie scientifique intéressante ou pertinente, au contraire. Il y a beaucoup de critiques à apporter, mais ce que j'ai constaté dans le régime iranien, l'ayatollah Mesbah Yazdi, par exemple, il est dans une logique de choc des civilisations. C'est-à-dire, il veut lutter contre l'occidentalisation, il veut islamiser les sciences sociales. Et ça aussi, c'est important, dans la production de connaissances. Parce que, bien sûr, ça va être un outil qui va être mis à la disposition des pouvoirs de chaque côté comme une arme, ce qu'ils appellent la guerre psychologique. Le guide suprême appelle ça la guerre douce, la guerre psychologique. Donc ils ont même un vocabulaire qui accompagne. Et donc, Obama était un défi aussi pour la République islamique, parce qu'il a représenté une ouverture, mais il y a eu ce ils ont appelé la flexibilité héroïque. Donc ils ont fait une adaptation ponctuellement à une nouvelle situation. Mais je ne pense pas que les institutions révolutionnaires en Iran aient vraiment cru dans l'ouverture d'Obama. Et l'échec qui a suivi a été comme une prophétie autoréalisatrice, parce que les conservateurs ont empêché Rouhani de négocier ce que disait monsieur le JCPOA, qui serait le début de quelque chose. Il y a eu des blocages en interne en Iran aussi. Il y a eu des blocages aux États-Unis, notamment le moment où le Congrès n'a pas voulu que ce soit un traité, il n'y a pas eu de ratification, etc. Donc là, il y a eu un blocage, mais en Iran aussi, parce que le guide a interdit aux entreprises américaines de développer et d'investir en Iran. Donc là, il y a eu des deux côtés une limite qui a été posée. Donc c'est ce qu'on appelle l'hostilité institutionnalisée. Donc l'Europe, dans tout ça, l'Europe va aussi donner, comme la Russie et la Chine, la priorité à ses relations avec les États-Unis, mais ne sera pas capable, comme la Chine par exemple, qui a une monnaie souveraine, de protéger ses entreprises. C'est-à-dire c'est pas qu'il n'y a pas eu de volonté bureaucratique ou politique, mais il n'y a pas eu de capacité à imposer des limites aux lois extraterritoriales américaines, parce qu'il n'y a pas eu de volonté, en tout cas en France et dans les autres pays européens, il me semble que la situation est équivalente, de payer le coût diplomatique dans la relation avec les États-Unis. C'est-à-dire que l'indépendance a un prix. Et donc les dirigeants ont estimé, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, que le marché iranien ne valait pas une brouille avec les États-Unis. Donc il y a eu un alignement progressif de la diplomatie française, par exemple, sur la diplomatie américaine, même si sur le plan rhétorique, il y a toujours la défense de l'accord, il y a des différences de méthode, etc. Mais les objectifs sont équivalents, c'est-à-dire le refus de la nucléarisation de l'Iran, la critique de la politique régionale, la critique sur les droits de l'homme et la critique sur le programme balistique. Les points d'accord entre les pays européens et les États-Unis sont beaucoup plus importants que les points d'accord entre les pays européens et la République islamique. Donc, effectivement, le fait que, même si l'acte fondateur a été critiqué, c'est-à-dire le retrait américain de 2018 de l'accord sur le nucléaire, le contexte faisait que les Européens n'allaient pas dépenser un capital politique et diplomatique sur cette question, et surtout ne pouvaient pas apparaître comme se mettant du côté de la République islamique. Je pense que... Oui, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai bien compris, et on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer à l'avenir, mais il y a quand même cette crainte, du moins de la part
des pays européens, enfin c'est une crainte qui n'est pas égalitaire, je veux dire c'est plutôt les pays occidentaux, de perdre leur influence dans cette région à cause de la politique américaine. Alors l'influence ne sera pas forcément économique, mais elle est stratégique et ils sont sur la même ligne, ce qui fait que de fait, ils vont être jetés au moment où je ne sais pas ce qui va se passer. En fait, c'est-à-dire qu'on a les mêmes clients que les États-Unis aussi. Alors si on prend le point de vue régional, ce qui s'est passé est aussi logique. C'est-à-dire que les alliés de la France, par exemple, sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et ils partagent les préférences de l'administration Trump et Israël également. Oui. Donc la France est cohérente en fait avec sa politique régionale quand elle suit les États-Unis progressivement, même s'il y a un habillage. Mais après, la question que vous posez est différente. C'est-à-dire que c'est que dans le cas d'une rivalité, c'est-à-dire que l'Europe avait une place en Iran parce que les États-Unis lui avaient octroyé. C'est le président Obama. Catastrophe. Non, mais même cette place-là, elle n'était pas acquise du fait de manière proactive. Ouais. C'était Obama parce qu'il faisait face à des contraintes internes aux États-Unis, au Congrès. Et donc ces limites que j'ai mentionnées, c'est-à-dire que le guide suprême ne voulait pas également que les entreprises américaines viennent en Iran. Donc le compromis, c'était que les entreprises européennes y aillent. Donc c'était à la demande des États-Unis, puisque la France était contre l'accord sur le nucléaire. Donc il faut toujours rappeler ça. Entre 2013 et 2015, à l'époque de Laurent Fabius. Boeing a vendu quand même 100 unités sur 10. Non, mais après, ponctuellement, il y a du commerce, mais ça reste quand même limité par rapport au potentiel qui pourrait, de relations économiques, la complémentarité économique, le besoin de technologie de l'Iran, c'est en centaines de milliards. Donc, à l'échelle des besoins iraniens, et du potentiel aussi du fait des capacités de production de pétrole, on pourrait avoir des relations tout à fait différentes. Mais pour finir sur les pays européens et leurs stratégies régionales, oui, le risque c'est d'être marginalisé. Là où Obama avait pris des distances, notamment en Arabie Saoudite, etc., ça avait libéré un espace notamment pour la France, puisque la France était en pointe et donc avait un capital vis-à-vis de ces pays qui, eux, soutenaient la ligne qui est menée maintenant par Trump. Alors que la France soutenait à l'époque contre Obama la ligne de Trump d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, c'est ce renversement de rôle. Ça nous avait ouvert des parts de marché dans ces pays-là. Aujourd'hui, vu que Trump soutient leur politique, donc ça ferme des parts de marché pour la France. Mais ils veulent quand même une certaine diversité, ces pays-là. Donc, notamment les Émirats arabes unis sont le principal partenaire de la France aujourd'hui dans la zone. Et je ne pense pas que la France ait une perte d'influence aux Émirats arabes unis. On est un des partenaires importants. Hein. La France, de toute façon, si vous regardez les exportations françaises, c'est dans la région. Il faudrait voir les statistiques des douanes, mais effectivement, on a aussi de l'énergie. Hein. Je crois que Total en Arabie Saoudite. Il y a un mot sur l'énergie. Là, je suis plein de choses sont vraies, mais il y a une chose que tout le monde, quand même, les Européens et la France en particulier, qui première est arrivée en Iran en 95, revenue en Iran. Il ne faut jamais l'oublier. On a bâti tout un truc extrêmement complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça était basé sur les principes de Mossadegh. Il disait que toujours l'agnoc est la seule à pouvoir faire les trucs. Donc on n'était que des contracteurs, comme on était avant, en temps de chat, de ce dernier, l'OSCO, Oil Supply Company of Iran. Et bon, on était des contracteurs. Et c'est là qu'on a atteint 6 millions 100 de barils jour. Pas après, la révolution n'a jamais réussi à faire ça. Bon, une fois que j'ai dit ça, on avait une chance fantastique que l'Iran a raté, mais d'une façon minable. La chance fantastique pour l'Iran, c'était qu'il y avait l'ENI, il y avait donc les Italiens, il y avait Total, bien sûr, avec les Chinois, CNPC, il y avait Shell, qui avait décidé de non pas bypasser Mossadegh, le principe de Mossadegh, mais comme vous savez, c'est la production qui est obligatoirement faite par l'Europe. La transformation du produit ne relève pas, elle n'est pas don de Dieu, si je reprends les termes de mes amis iraniens. Donc on pouvait la faire, et on a monté chacun un projet, des projets énormes, chacun son projet, de gaz liquéfié, qui était le besoin naturel de l'Iran pour pouvoir vendre son gaz. Eh bien, à cause de l'Iran, on n'a jamais pu le faire. Si aujourd'hui, bien sûr, on refait pas l'histoire, hein, mais si aujourd'hui, il y avait eu Shell, Total, l'ENI et d'autres, hein, comme étrangers vivant en Iran et travaillant en Iran sur des sociétés qui étaient aux Bermudes, etc., en dehors d'Iran, avec l'accord des Iraniens, tout ça a été fait.
Moi, j'étais dans la signature du premier contrat de Total, et 4 ans après, on avait toujours dit... C'est très simple. J'étais à la signature en 2004. Et quand je suis parti en 2008, j'ai quitté donc le board de cette société qui s'appelait Pars LNG. J'ai dit, voilà, ça fait 4 ans qu'on discute les clauses d'un contrat signé et qu'on n'a rien fait. Hein, donc, voilà, c'est ça. Quelle est la cause de cet échec? C'est la vanité et le fait que de tout d'un coup, ah ben non, les discussions sans fin, vous connaissez quand même c'est inimaginable ce que c'est une discussion. Ok, mais le business, il n'avance pas. Et une fois qu'après on tombe, ah ben on a. Il se trouve que j'ai encore beaucoup d'amis en Iran, mais j'en ai discuté que ce soit avec Zangané et d'autres, hein, le ministre du pétrole, etc. Je dis, voilà, vous avez raté votre coup. Avec nous, l'Iran serait tranquillement dans le monde, au moins un pied dans le monde extérieur. Mais une chose qu'on peut rajouter, Pierre, c'est que cette idée qu'à chaque fois, ils vous ont dit, les Chinois, non, 2004-2008, la fin c'est 2008. Oui, c'était sous les sanctions, on était ensemble en Iran. Pierre et moi, on est des vieux copains, nous sommes de vieux amis. Et en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, j'ai repris récemment les discours avec Trump, c'est la répétition de l'histoire. C'est-à-dire en 2007, on dit à Total, mais c'est pas grave, les Chinois sont les bienvenus, ils vont vous prendre la place pour South Port 11, etc. Et bien sûr, les Chinois n'y vont pas. Et là, la même chose se passe. Quand Total quitte, ils disent « Ah, mais les Chinois vont prendre votre place ». Et là, on apprend, il y a quelques mois, que les Chinois n'y vont pas non plus. Donc, cette idée de compenser la relation avec les États-Unis, avec les Chinois et la Russie ne fonctionne pas. Parce que les sociétés multinationales aujourd'hui, c'est multinational. Et là, ils veulent accéder au dollar, au système bancaire. Et donc, c'est une non prise en compte de la réalité stratégique internationale. Alors, je pense que les technocrates en Iran ont compris ça. C'est pour ça qu'ils partagent. Pierre peut discuter avec eux, notamment le ministre Zangané, qui est accusé par les idéologues. On le voit, nous, dans les débats internes. En tant que téhéranologue confirmé, on sait tout ça. Mais par contre, ils n'ont pas de pouvoir de décision. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a la compétence, il y a la connaissance. Les analyses qu'on fait ici, elles sont partagées en Iran, notamment sur ces questions de l'énergie. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Mais à cause de l'idéologie, et c'est pour ça que la comparaison avec la criminologie, à mon avis, ne fonctionne pas. Parce que la question économique, je dirais que ce n'est pas la question géographique qui s'impose à la République islamique, c'est la question économique. Et ça, dans les manifestations populaires, on le voit, on veut juste une normalisation de la situation économique. On ne veut plus sacrifier le bien-être pour des raisons, une utopie politique. Et ça, on le voit en Irak et on le voit au Liban aussi. Donc les pays veulent simplement, je pense, les citoyens de la région aspirent simplement à avoir une vie normale. Voilà. Donc sous domination américaine. On Comme les arrive Vénézuéliens. à 8 heures. Allez. Je m'excuse, je serai obligé. Et voilà, donc merci d'être venu, merci de la discussion.